J'ai passé ma vie dans l'ostréiculture. Je suis arrivé à 23 ans dans ce métier-là. 23 ans, j'en ai 70, donc ça fait quelques années que je fais ça. Et j'ai jamais regretté de faire ce métier-là. Il y a deux mots qui m'embêtent dans la vie, moi. C'est le mot retraite et le mot vacances. Pourquoi? Parce que j'aime pas les vacances, parce que je suis pas là, et j'aime pas la retraite, parce que je pourrais plus venir. Quand je suis arrivé en retraite, j'ai cherché un successeur, et j'en ai trouvé un. J'en ai trouvé un successeur qui était prêt à reprendre mon entreprise. Bon, on s'était mis d'accord, et on était prêt à signer. Et la veille du jour où j'aurais dû signer avec ce repreneur, ma fille et mon gendre m'ont dit bah, écoute, on va prendre ta suite. Mon gendre n'était pas du tout capable de prendre ma suite pour une raison essentielle, c'est qu'il était maçon. Il était maçon, il construisait des maisons, mais il faisait les huîtres, il ne connaissait pas bien. Ma fille travaillait avec moi depuis plusieurs années déjà. C'était un challenge pour lui, mais challenge gagnant, réussi. Parce qu'il a mis très peu de temps à trouver ses marques dans le métier. Et je dois avouer qu'il n'est pas mauvais. C'est devenu un bon ostréiculteur. C'est un métier qui est dur, très physique, qui laisse toujours des séquelles parce qu'on est toujours dans l'eau, dans l'humidité. On a parfois du mal à finir en bonne santé, mais c'est un métier tellement prenant que franchement je ne regrette pas. On est dans une zone, il y a toujours eu des îles. À l'heure actuelle, il y a trois îles, île de Ré, île de Léron, île d'Aix, une toute petite, l'île Madame. Mais il y a quelques siècles, il y avait une multitude d'îles. Des îles qui étaient à l'embouchure d'un fleuve. Ces îles protégeaient les coquillages qui étaient là, donc les coquillages se sont développés dans ces coins-là. Et plus tard, les hommes, en travaillant la mer, en travaillant le marais, ont créé des endroits où on pouvait produire du sel. Dans ces mêmes endroits où on pouvait produire le sel, on pouvait aussi élever des coquillages. Et on s'est aperçu que dans notre petit coin, les bassins qui servaient à produire du sel produisaient une algue qui colorait les branchies de l'huître en vert. L'huître marraine au Léron était née. On peut produire des huîtres en les laissant se développer d'une manière anarchique, en les laissant faire ce qu'elles veulent. On va arriver à avoir un produit qui sera consommable, hein, mais pour avoir un bon produit, il faut le travailler beaucoup. Élever des huîtres, ça date de très longtemps quand même, parce que ce sont les Chinois qui ont inventé l'élevage de l'huître. Beaucoup plus tard, les Romains ont élevé des huîtres, et puis nous, Français, on est arrivés très très tard, puisqu'on élève ça depuis le XVIe siècle. Le plus important dans notre métier, respecter la nature, faire en sorte que l'état de la mer reste satisfaisant, parce qu'on sait que la mer est agressée de toutes parts, avec les pollutions, avec l'arrivée de polluants qui sont tous d'origine humaine. Pour élever une huître, il nous faut 3 ans, 4 ans. Eh bien, on a besoin que sur ces 3-4 ans, ça reste stable, qu'on ait la possibilité d'avoir un beau produit
à la fin de cet élevage. Une huître Marennes-Oléron, c'est une huître qui est travaillée en clair, qui est affinée de façon à enlever un petit peu de sel. Une huître qui est trop salée, c'est parfois un peu désagréable. Une huître qui est trop iodée, ça peut être aussi un inconvénient. Donc, le fait de les travailler en clair pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça permet de gommer toutes ces flaveurs qui sont trop dures, si on veut, de façon à faire une huître beaucoup plus ronde en goût. Et en consommer, c'est tellement bon au goût, tellement sain pour le corps, que c'est que du bonheur d'en manger. Si on a une nature qui n'est plus capable de travailler pour nous, parce que c'est la nature qui fait le travail en fait, hein. C'est elle qui nourrit nos huîtres, et il est impératif que la nature reste toujours capable d'amener sur la table d'un bon repas un beau plateau d'huîtres. Parce qu'on ne délocalisera pas nos productions, donc il faut que notre environnement reste suffisamment sain. On est dans un milieu, beaucoup de gens viennent nous voir, nous disant « vous ne voyez même pas ce qui vous entoure ». C'est vrai qu'on le voit peut-être moins qu'eux, parce qu'on le voit tout le temps, mais on ne peut pas s'en passer. Et les gens qui viennent dans notre marais, mais ils sont séduits tout de suite. Et on les emmène en mer, ils sont séduits. Et nous, on a ça tout le temps. Et c'est indispensable maintenant. C'est indispensable. S'il y a autant d'années que je suis là, c'est pas pour rien. Normalement, je suis en retraite depuis 15 ans. Il y a 15 ans que j'aurais dû arrêter de travailler, mais je ne peux pas. Je peux pas. Bon, ça tombe bien parce que derrière moi, j'ai ma fille et j'ai mon gendre qui continue mon métier. Donc c'est que du bonheur pour moi de continuer à travailler avec eux, pour continuer à vivre tout simplement. Parce que je pense que je ne pourrais pas vivre sans ça. Et j'ai hésité à leur dire oui, ok, vous allez prendre la suite. Mais je l'ai fait quand même. Je l'ai fait quand même parce que c'était trop tentant d'avoir une autre génération encore derrière. Parce que moi, j'ai pris la suite de mon père. Mon père avait pris le métier de son père. Donc, quelque part, c'était que du bonheur d'avoir ma fille me succéder. Donc depuis 23 ans, je suis là. Et puis, si je peux faire encore quelques années, c'est bien. Les macarons de Boulay, c'était nous, c'était notre patrimoine. Il y a un savoir-faire particulier. C'est pas quelque chose qu'on produit à la chaîne. Chaque macaron est unique, avec une histoire ancienne qui s'inscrit dans l'histoire locale. C'est ma plus grande fierté. Je m'appelle Jacques Alexandre et je suis fabricant de macarons. Comme ma seule pâtisserie, c'est des macarons, je suis donc macaronnier. Je suis rentré dans ce métier au moment où ma mère, qui avait donc repris la succession de l'arrière-petite-fille du créateur, au moment où ma mère a voulu prendre retraite, en 1994. Et à ce moment-là, j'ai abandonné mon métier précédent pour reprendre l'affaire et revenir dans ma maison natale. Voilà, donc comment ça se passe la pause aujourd'hui? Écoutez, ça se passe très très bien. Alors aujourd'hui, on n'a pas de commande de midi macarons, donc vous faites que des macarons non plus. Ok, ça marche.
La compétence pour fabriquer, elle était un petit peu innée. J'ai toujours vu ma mère fabriquer les macarons. Quand on était enfant, on aidait pour éplucher les amandes. Ma mère m'a appris le geste, les bonnes doses, la façon de fabriquer la pâte d'amande, la recette finale. Il y a plusieurs étapes. Le premier travail, c'est le travail des amandes, puisque l'ingrédient de base et ce qui fait la qualité du produit, c'est l'amande. On achète les amandes dans leur peau et notre premier travail, ça va être d'éplucher les amandes. Pour ça, on utilise une machine, une très ancienne machine, qui trie la peau d'un côté et l'amande de l'autre. C'est ma machine à moi, c'est mon domaine secret à moi où personne d'autre n'a le droit d'aller, où je vais fabriquer la pâte d'amande. Une fois que les amandes sont épluchées, on les laisse sécher une journée et ensuite on les broie avec du blanc d'œuf et du sucre pour fabriquer une pâte d'amande qui va avoir la bonne finesse pour ensuite travailler. L'étape suivante, c'est de dresser, poser, donner la forme des macarons. Ensuite, c'est tout le travail de cuisson. Donc on laisse refroidir un petit peu les macarons, ensuite on les emballe. On utilise une cuillère à soupe en argent parce qu'à l'origine, quand les macarons ont été créés, l'argent était une qualité alimentaire qui va pour les aliments, alors que les cuillères en étain, qui étaient utilisées plus communément, n'étaient pas aux normes. Donc les gens utilisaient la cuillère en argent et la cuillère en argent est devenue la forme de nos macarons. Nos macarons, ils ont vraiment le volume, le dosage de la cuillère en argent, de ces vieilles cuillères en argent des services de nos grands-mères. Je continue à utiliser ces cuillères. Ma compétence, je la tiens de ma mère, qui la tenait elle-même de l'arrière-petite-fille du fondateur. C'est vraiment un secret qui se transmet de génération en génération. Ce macaron traditionnel se distingue bien sûr du macaron parisien qu'on trouve partout maintenant. Donc on n'est pas les seuls en France à fabriquer des macarons traditionnels. Par contre, on est les seuls en France, au monde, à les former comme ça à la main, un par un, à la cuillère. Les macarons de Boulay ont été créés en 1854 par un monsieur qui s'appelait Benoît Lazare, qui avait une auberge et qui avait une halte à chevaux. C'est un endroit où les chevaux allaient boire. Et lui a retrouvé une vieille recette de macarons et il a décidé à cette époque-là d'en faire une spécialité. Il a commencé à fabriquer ses macarons et puis petit à petit l'affaire s'est développée. Les gens allaient chez lui, dans leur maison, dans leur café acheter des macarons. Mes parents ont décidé de reprendre cette affaire et de la ramener dans notre maison familiale en 1963. Et moi, j'étais tout petit, mais toute ma jeunesse s'est évoluée dans les bonnes odeurs d'amande des macarons de ma maman. Au niveau des compétences techniques pour apprendre, il nous a fallu à peu près 6 mois pour bien maîtriser la fabrication. Mais encore aujourd'hui, on apprend tous les jours parce que, en fonction de la météo, de l'hygrométrie plus ou moins humide, notre macaron il va être différent. Et on essaye de faire travailler notre cerveau pour adapter un petit peu notre fabrication à ça, mettre plus ou moins de blanc d'œuf, cuire un tout petit peu moins longtemps, pour que notre macaron soit en adéquation avec la météo. J'ai une fille qui pour l'instant fait autre chose, comme moi j'ai fait autre chose.
et qui, a priori, serait très intéressé pour reprendre la suite. Et puis au moment où je voudrais arrêter, j'aimerais bien lui transmettre petit à petit les compétences. Quand on a des clients, qu'on les voit se régaler, qu'on voit les avis sur les réseaux sociaux, etc., on est oui, on est fiers. On fait un produit de qualité et on est content quand cette qualité est reconnue. Un jour, il y a un client qui est venu nous acheter une boîte de macarons et qui nous a dit que cette boîte était destinée au grand académicien Jean d'Ormesson. Donc il est parti avec sa boîte de macarons et 2 jours après, on a eu un coup de téléphone et le monsieur qui nous avait au téléphone m'a dit « Bonjour, je suis Jean d'Ormesson, je viens de recevoir des macarons de chez vous et je voulais vous féliciter pour la qualité de vos macarons. » Donc bien sûr qu'on a été très très touchés parce qu'il n'était absolument pas obligé de faire ce genre de démarche. Il nous a envoyé un petit message, un petit mot. Il avait tellement apprécié nos macarons qu'il nous a envoyé un petit mot pour nous féliciter du produit, pour dire que qu'on était des représentants de la Lorraine et qui faisaient de la qualité. Et voilà, donc c'est ce genre de témoignage qui fait qu'aujourd'hui, on est heureux et on a envie de continuer cette fabrication, cette tradition. Quand ils se prennent la peine de prendre leur téléphone, de téléphoner pour féliciter, voilà quoi. Ça, c'est notre raison de continuer à travailler comme ça. Tout ce qu'on fait, il y a eu une âme, il y a eu une passion, il y a eu du temps de passer. Le fait de redonner vie permet de respecter ce qui a déjà été fait et de continuer de vivre avec. Moi, je ne suis pas issu du métier du bois. J'ai 20 ans d'hôtellerie-restauration. J'ai eu ma vie, j'ai bien voyagé. Tout naturellement, on est revenu à l'endroit où je suis né. Et s'est présenté l'occasion de redémarrer l'entreprise avec mon père. On trouvait que c'était une opportunité, une occasion qu'il fallait prendre. On a une philosophie de travail qui est un peu notre vie. On vit pour travailler et on travaille pour vivre. C'est un peu indissociable. Quand c'est un métier qu'on a fait toute sa vie, c'est très difficile du jour au lendemain de dire j'arrête. Il a toujours travaillé énormément, il s'est battu toute sa vie pour cette entreprise. Je ne le voyais pas s'arrêter du jour au lendemain. J'avais que 14 ans. C'était quand même assez pénible, mais tellement passionnant que la passion dépassait la pénibilité. J'ai vite pris plaisir à ce métier. Donc j'ai travaillé jusqu'à 20 ans, j'ai un apprentissage de 3 ans. Je suis arrivé à 60 ans, où j'avais l'âge de la retraite. J'ai trouvé, ce qui n'était pas évident, un repreneur. Et ce repreneur-là, malheureusement, n'était pas à la hauteur de mes attentes. Et en 3 ans, il a détruit 30 ans de travail. Et ça, c'est un truc qui est horrible à vivre. Et l'usine donc s'est trouvée en liquidation totale. Mickey, à l'époque, avait une 40aine d'années. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses si on reprenait tous les deux? J'avais une grande confiance en lui aussi. Et lui avait une grande confiance en moi. On a acheté l'entreprise qui était en liquidation. Donc on a scindé l'usine un petit peu en deux, c'est comme une petite frontière virtuelle. On a décidé que lui s'occupait de toute la partie structure, carcasse, et moi je reprenais de la partie fût du siège jusqu'à la partie vernis.
À l'époque, entre guillemets, de mon père, quand il a créé, comme il l'a dit, il avait 4 modèles, il avait 3 clients, ça suffisait. Aujourd'hui, on veut créer ses propres produits. Les formes, les tendances ont changé, les tissus ont changé, les modèles ont changé. J'avais nos gars, mes ouvriers qui étaient encore là, que je connaissais depuis 20-30 ans. Ce que je voulais, c'était que l'usine continue à vivre et à évoluer, à bouger. On a changé aussi notre façon de voir les choses. On a fait d'autres produits, on a fait beaucoup plus de réparations qu'on ne faisait pas avant. On essaye, comme le travail, comme on fait beaucoup de réparations aussi, c'est une partie d'écologie, c'est une partie de recyclage des vieux sièges. On redonne une deuxième vie. On essaye de travailler avec des entreprises dans un rayon de 50 km pour réduire notre empreinte carbone. On essaye de valoriser la matière première de ce que la nature nous a donné, de ce que l'homme a fabriqué, en le respectant au mieux, en évitant aussi des perditions, les pertes inutiles. Un élément de siège passe dans 10 mains. Ça va être un trou, ça va être une mortaise, ça va être ponçage, ça va être un collage. Un siège, il y a 50 passes différentes. Il y a la découpe des morceaux de bois, il y a tout ce qui est les machines, les perçages, les trous, les assemblages. Après, il y a le montage, après, il y a le vernis et après la tapisserie. Donc, il y a 5 grosses étapes. Chaque partie est importante. Chaque poste est valorisant. Chaque poste est important pour nous. C'est pas un métier rébarbatif, c'est pas un métier où on fait toujours les mêmes choses, que ça change continuellement. Chaque client est différent, chaque étape de l'apprentissage est une aventure. Moi, je crois que le métier, on l'apprend toute sa vie. Toute sa vie, mais il faut entre 10 ans et 15 ans pour commencer à maîtriser un peu ça, à dire voilà, je connais mon travail. Après, c'est de l'amélioration. Aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver un informaticien qu'un menuisier. Il faut faire le problème à l'envers. C'est aussi une évolution, c'est aussi une nouvelle façon de travailler. C'est-à-dire que si on a le client qui nous commandera une chaise, ça passera par le bureau d'études, ça passera par un plan, ça passera par la commande numérique et ça passera par un montage. Donc totalement une évolution, une autre façon de travailler. Ce métier, comme tout métier, dès l'instant qu'on le fait avec envie, avec passion, ce sont des métiers très prenants. L'avantage, c'est qu'on a une passion commune, c'est la pêche. La pêche nous permet de pouvoir partager autre chose dans un autre lieu, de recréer du lien, sans forcément devoir rediscuter travail encore et encore. C'est une passion qu'on a commune tous les deux, c'est un exutoire, c'est un moment de plaisir et c'est un moment de partage.
On a les mêmes piliers de base. On a un respect de la personne qui est en face de nous, de l'être humain. J'ai autant appris de lui que lui de moi. On est complémentaires, l'un apporte à l'autre une part de ce qu'il n'a pas et ensemble on avance. On l'a fait pour nous, on l'a fait pour l'autre et on est content de l'avoir fait.